À la une ce soir, Greenpeace prêt à révéler les résultats de son expédition sous-marine. La barrière de corail Amazon arrive-t-elle jusqu'en Guyane et serait-elle en danger en cas d'une marée noire provoquée par les forages pétroliers au large du Brésil? Les réponses dans cette édition. Comment éradiquer le vandalisme qui s'abat sur nos établissements scolaires? C'est la question que les enseignants ont posée aux parents d'élèves de l'école Vendôme qui a, une nouvelle fois, fait l'objet de dégradations. Début timide pour nos championnes de l'US Sinnamary au tournoi Guy Margois. Les basketteuses tenantes du titre n'ont pas réussi à s'imposer face aux joueuses de Trinité, une défaite qui pourrait compromettre leurs chances de victoire. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Il y a une petite semaine, la démission de 17 urgentistes de l'hôpital de Cayenne secouait l'opinion publique. 8 jours plus tard, les médecins dénonçant leurs conditions de travail ont été reçus par la direction afin de trouver une sortie de crise. Les échanges n'ont pour le moment pas abouti malgré la présence d'une médiation extérieure. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des suites données à cette affaire. Nous vous en parlions hier soir en présence de son ambassadeur Lambert Wilson. Une expédition Greenpeace a quitté la Guyane afin d'enquêter sur les possibles conséquences d'une marée noire sur la barrière de corail de l'Amazone. Pierre Tréfou a assisté à la conférence de presse dédiée à ces recherches. C'est une découverte majeure pour l'environnement sous-marin guyanais. Un récif corallien à 150 km des côtes de la Guyane par l'Esperanza, le bateau de recherche de Greenpeace. Parti depuis 3 semaines pour analyser le récif amazonien au nord du Brésil, la mission a suivi le récif jusqu'au large des côtes guyanaises, une localisation plutôt inhabituelle pour un récif. D'imaginer qu'il y a effectivement une bioconstruction avec un développement, je dirais, massif sur ces zones-là, c'est-à-dire d'une part en profondeur, d'autre part juste au débouché d'une des plus grandes rivières du monde, si ce n'est le plus grand fleuve du monde, qui transporte autant d'eau et autant d'eau avec autant d'alluvions et une eau aussi foncée. C'est pas dans un endroit comme ça qu'on s'attendrait à un pôle de biodiversité avec un développement de structures bioconstruites. Un récif qui est d'ores et déjà menacé puisque la compagnie pétrolière Total possède 5 concessions à l'embouchure de l'Amazone. Et c'est sur l'une de ces concessions que le récif amazonien a été observé. Au-delà de la dégradation écologique que peut provoquer des forages pétroliers, c'est l'aspect sécurité qui est pointé du doigt par Greenpeace. Il faut voir qu'on est sur des forages extrêmes. On est déjà sur des techniques non conventionnelles, dans le sens où ils souhaitent forer aux alentours de 2000 mètres. Et après, il y a encore plusieurs kilomètres de forage à faire pour atteindre les éventuelles nappes d'hydrocarbures. Déjà, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. C'est des technologies extrêmes et risquées. Si on ajoute à ça l'influence du fleuve, la force des courants, comme on vous l'a dit, on était incapable, avec les courants qu'on a rencontrés, de mettre à l'eau le robot qui nous aurait servi à prendre des échantillons. L'industrie utilise le même type de technologie. Donc il y a un facteur de risque qui est accru. Et après, du fait que les premiers forages sont aléatoires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur les quantités, le rapport entre le gaz, la pression qu'il peut y avoir, c'est là où le risque d'éruption de la tête de pont est le plus élevé. C'est ce qui s'était passé avec Deepwater Horizon il y a quelques années. Avec un écosystème unique, la question de la protection de cet environnement et de la dangerosité du site vont freiner l'exploitation de ce gisement. De son côté, Greenpeace va continuer de sensibiliser la population sur les risques de forage au large des côtes guyanaises. En début de semaine, le corps enseignant de l'école Vendôme à Cayenne faisait une découverte choquante. Toutes les classes et le matériel avaient été saccagés durant le week-end. Cet après-midi, une réunion d'alerte s'est tenue entre les murs de l'établissement scolaire. Gaël Oassimi a assisté. Ils sont venus en nombre. Les parents d'élèves et le corps enseignant du groupe scolaire Vendôme se sont réunis cet après-midi autour de la table pour exprimer leur ras-le-bol face aux violences perpétrées vis-à-vis de leur établissement. La réunion d'aujourd'hui est là justement pour alerter les parents sur leurs devoirs, sur le fait qu'ils doivent alerter les services de police à chaque fois qu'ils voient même des gamins qui déambulent dans l'établissement. Et surtout s'ils entendent du bruit, donc de faire le nécessaire auprès de la police. À l'initiative de cette réunion, l'association des parents d'élèves de l'enseignement public s'indigne contre ces agissements. Ces actes de vandalisme, c'est dû par des enfants mineurs. Ces enfants mineurs ont des parents.
D'accord? Donc du moment que les parents ne vont pas prendre leur responsabilité de parents, nous aurons toujours ces fléaux. Donc maintenant, nous voulons éduquer les parents, leur faire prendre conscience de leur rôle et de reprendre leur place de parents. En tant qu'ancien principal, proviseur et professeur de lycée, le député Gabriel Serville est venu parler de son expérience et tenter de rassurer les parents d'élèves présents ce jour. Ce sont des problèmes que j'ai rencontrés dans ma carrière et j'ai considéré qu'il était tout à fait normal que je vienne m'adresser aux parents d'élèves pour prêter main forte à l'équipe pédagogique qui a besoin que des voix nouvelles, que des voix fortes s'élèvent pour que les parents comprennent l'urgente nécessité qu'il y a à faire en sorte que tout le monde protège l'école. C'est un lieu sacré, c'est un lieu où on dispense ses savoirs. Ces enfants-là ne pourront pas accéder au haut niveau si jamais ils ne sont pas en capacité de trouver une école qui les accueille avec des enseignants qui soient en mesure de leur enseigner. Pour la municipalité de Cayenne, cette dégradation représenterait un coût d'environ 200 000 € pour la remise aux normes. Elle prévoit de porter l'affaire en justice une fois l'enquête terminée. Les enquêtes sont en cours, mais dès lors que les auteurs auront été identifiés, bien évidemment la ville va porter plainte. Et s'il s'agit d'enfants mineurs, les familles seront condamnées éventuellement à rembourser. En tout cas, la mairie entend amener l'affaire en justice parce que trop c'est trop. C'est trop souvent que les écoles sont vandalisées et on est dans une impunité. Non, on ne peut pas fermer les écoles parce qu'il faut que les enfants viennent à l'école. Mais une fois que les auteurs seront connus et identifiés, la mairie va porter plainte. Ce groupe scolaire fait partie des 32 écoles de la ville capitale et reste à son grand désarroi l'une des plus visitées. Éducation toujours, mais avec le retour au service civique préconisé par le gouvernement qui se heurte au refus des syndicats enseignants guyanais. Ces derniers voilà un moyen d'exploiter la jeunesse sans véritablement investir dans son éducation. Les détails révélés au micro de Jonathan Lariot. Nous pensons qu'il va y avoir d'autant plus de services civiques dans notre académie, sachant qu'il y en a déjà énormément qui sont utilisés pour compenser le manque de personnel dans les écoles. Et donc, nous appelons les personnels à une grande vigilance pour la rentrée prochaine. Alors, il y a eu des effets d'annonce par le rectorat qui avait annoncé aucun service civique dans les vies scolaires pour s'occuper des enfants. Nous appelons les parents d'élèves et les enseignants à être très vigilants à cela, sachant qu'il y avait déjà des personnels à ces postes-là en service civique. C'est une condition très particulière de service et non pas de salariat. On n'est pas salarié, on n'a pas un contrat quand on est service civique et donc on ne bénéficie pas des mêmes droits que quelqu'un qui pourrait être par exemple embauché en contrat aidé. Le problème c'est tout d'abord que ce sont des contrats, des services qui sont dirigés vers les jeunes. Que ça veut dire être jeune en Guyane, c'est ça, la première expérience de l'emploi, c'est ce genre d'expérience-là. En plus, ça veut dire pas de formation, ça veut dire pas de renouvellement, puisque ce sont des contrats de maximum, ce sont des services de 12 mois. Donc c'est toujours la précarité de la précarité. Et on compte sur le fait que là, il y a beaucoup de jeunes en Guyane en disant de toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui sera content de prendre ces services sans penser à proposer mieux, parce qu'il faut proposer mieux pour la jeunesse de Guyane. Le chiffre de la semaine est le 4. À quoi correspond-il? Les réponses de Carwin Acid. Bonsoir Carwin. Bonsoir Chrysler. Que représente ce chiffre? 4 ensemble, c'est une triste nouvelle. 4, c'est le nombre de jours qui nous sépare de la décision du tribunal concernant la situation d'ATV. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, donc effectivement, depuis quelque temps, il y a des difficultés chez nous, ATV, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Quelle est la situation actuelle du groupe ATV, pour couper court à toutes les rumeurs? Donc le groupe a été placé en redressement judiciaire au mois de décembre, parce que notre ancien actionnaire principal, M. Gézip, a décidé de passer la main. Il y a eu plusieurs, le tribunal a ouvert des propositions, donc il y a eu 3 ou 4 propositions. Donc il y en a une qui a été retenue, c'est le groupe Smart Consulting. Et donc le groupe a voulu travailler avec des actionnaires privés aux Antilles-Guyane. Et pour le moment, on se trouve là, puisque ces actionnaires ne sont pas encore au rendez-vous. Comment sauver ATV Guyane? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Donc justement, je parlais des actionnaires locaux. Donc le groupe Smart Consulting ne veut pas prendre le risque tout seul, en estimant que c'est une télévision locale. Donc il souhaite que chacun apporte un coup de main dans cette affaire. Donc que les investisseurs locaux, ici en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, puissent venir en aide à 35% de capital. Donc ils attendent ce coup de main. Donc nous, on a effectivement le chiffre, c'est le 4. On est à 4 jours de la décision du tribunal. Donc vous,
ici qui nous regardez, vous avez 4 jours pour pouvoir apporter donc, des garanties pour pouvoir devenir actionnaire de la TV, pour que cette télé continue à fonctionner, que nous puissions apporter des nouvelles à la population et être un média alternatif à ce qui existe aujourd'hui en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Merci infiniment, Caroline, pour ces précisions qui, comme je disais, coupent court à toutes les rumeurs. Depuis lundi, un service minimum est opéré sur le réseau de la Régie communautaire des transports. Un collectif de chauffeurs mène un droit de retrait. Les raisons de ce mouvement sont expliquées par Hervé Mayen au micro de Pierre Tréfou. L'arrêt de la RCT, c'est suite à une agression qu'a subi un conducteur et des usagers sur le réseau. Donc, normalement, il y a une procédure d'alerte et tout ce qui s'ensuit, de prise en charge, normalement, qui est censée être pris au niveau du conducteur et des usagers qui n'ont pas été respectés. Donc, nous, personnellement, on dit que c'est un pas. On a la rumeur que c'est un pavé. Nous, on n'a pas de preuves ou de quoi que ce soit. Donc, jusqu'à maintenant, on attend. Et, la grève, c'est pas parce qu'il y a eu un pavé. Hein. Enfin, pas la grève, je veux dire le droit de retrait. C'est pas parce qu'il y a un pavé, c'est parce qu'il y a une procédure à respecter en cas d'agression ou des trucs comme ça qui est censé être mise en œuvre et qui n'a pas été respectée. On a un système de géolocalisation qui ne fonctionne pas. Et là, on a un autre système exactement de billettique qui a à peu près, je dis bien, les mêmes modalités, mais sauf qu'il n'y a pas de trucs d'alerte dessus. On nous parle de messages ou de trucs comme ça, mais c'est pas une histoire d'alerte, quoi. Il n'y a rien qui concerne l'alerte ou en cas d'agression. Ce que nous demandons de respecter les conducteurs, nous demandons de respecter les usagers, et le droit de retrait en amont, c'est juste pour pouvoir permettre les textes, c'est-à-dire les lois qui permettent de mettre un CHSCT en bonne et due forme en place, de façon à pouvoir reprendre le travail dans les jours qui suivent ou immédiatement. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous irons à la rencontre des championnes de l'US Sinamari qui font des débuts timides de Guimargois avant d'échanger avec Choubou, chanteur lead de la formation Tabou Cambo, venu fêter ses 50 ans ici en Guyane. Espagnol, anglais, portugais, plusieurs établissements scolaires ont accueilli des animations organisées dans le cadre de la 3e édition de la Semaine des langues vivantes. Objectif ? Mettre à l'honneur la diversité linguistique et culturelle des élèves, un des points forts de notre région, il faut bien l'avouer. Do you speak English? Les réponses dans ce sujet de Jonathan Lariot. Avec quelques louches de vatapa, un plat typique du Brésil, les élèves de Mac Joséphine voyagent à travers quelques plats traditionnels. Dans cette salle, comme dans tout l'établissement, plusieurs ateliers exposent différentes cultures à travers leurs plats, leur langue ou leur savoir-faire. C'est une très bonne journée où on peut tous s'amuser, se côtoyer, vraiment profiter de cette journée parce que c'est très important. On découvre beaucoup de choses. On découvre des choses au niveau de beaucoup de cultures dont je ne savais pas non plus, particulièrement la culture brésilienne. C'est vrai que c'est une région qui est tout près de la Guyane, mais on ne fait pas vraiment attention. Et c'est vraiment une culture très 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 vaste. C'est au travers de la journée des langues qu'est mis en place cet événement dans tous les établissements de Guyane. Nous avons tenu à organiser une journée comme ça, pour vraiment réunir tous les élèves et qu'ils se connaissent vraiment, qu'ils connaissent la culture les uns et des autres, comme ça, pour mieux se connaître, pour qu'ils participent, pour qu'ils n'aient pas peur de l'inconnu, pas peur de l'autre en fait. Tout à fait, il y a un atelier par exemple de cinéma français et nous diffusons aujourd'hui le Maraquet de Brandon. En fait c'est un passage, c'est un rituel chez les Amérindiens, donc pour passer à l'âge adulte pour les garçons. Et la majorité des élèves ne connaissent pas, ne savent pas, ne sont pas au courant, même chez les Amérindiens. Donc c'est une façon pour nous de divulguer et pour qu'ils se connaissent mieux. Une journée de découverte et d'échange pour chaque élève au rythme des cultures et des langues guyanaises. Direction la Martinique où les championnes de l'US Sinamari font des débuts timides dans le cadre du championnat Guimargois dont elles sont pourtant les tenantes du titre. Battues de peu par les Gauloises de Trinité, elles restent toutefois favorites. Récit de nos confrères d'ATV Martinique. La Gauloise en rouge a fait valoir son niveau face à une équipe guyanaise totalement dominée lors de cette première journée du tournoi anti-Guyane. Les filles de Leslie Ardon ont donné le ton dès l'entame de la rencontre, paralysant toute action de la partie adverse.
Malgré quelques petits soubresauts de l'US Sinnamary, les Guyanaises ne parviennent pas à réduire la marque. À la mi-temps, le score est de 38-23 en faveur de la Gauloise. Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas, les Trinitéennes déroulent et s'imposent sur le score de 59-48. On a su en fait défendre dur, même si on a quelques lacunes, on a su mettre du rythme. Mais en face, on avait une équipe très valeureuse aussi, qui est physiquement, qui est pas mal. Mais les filles ont su se surpasser. Et justement, juste sur ça, en fait, sur cette envie, en fait, vouloir représenter la Martinique au mieux, en fait, à domicile. Donc tout faire pour jouer fort, pour jouer dur, être à l'image, en fait, du pays. Chez les garçons, Loïc Dijon et ses coéquipiers ont fait preuve d'une grande maîtrise. Le Golden Lion a donné le ton dès le premier coup de sifflet et s'impose à la mi-temps, 35-29. Après un repos bien mérité, la physionomie change. L'ASC Tours retourne sur le terrain avec de meilleures dispositions et mène 2 points à la fin du 3e quart-temps. Dans l'ultime phase de jeu, les Lions de Saint-Joseph reprennent le dessus, mais une faute anéantit toute chance de victoire. L'ASC Tours, en manque d'adresse jusque-là, réussit les 2 lancers francs nécessaires à la victoire et s'impose 2 points face aux Joséphins, 65-64. On a su bien maîtriser le match, ça veut dire que c'est vrai qu'on savait qu'on aurait une difficile équipe de Golden Lion à jouer aujourd'hui. Ils ont mené tout le match, mais on savait que si on passait devant au bon moment, on aurait pu le gagner. On passe devant dans les dernières secondes, tant mieux pour nous. Et on a su mettre le panier qu'il fallait. Voilà. La 2e journée du Guy Margois se déroule en ce moment à Rivière-Salée. Les résultats dans notre prochaine édition. Sport toujours, mais cette fois-ci en Guadeloupe, où malgré la menace des sargasses, le coup d'envoi de la Caroudiette a été donné avec des animations innovantes afin d'attirer le public. Yvan Lemar et Patrick Curie étaient les pieds dans l'eau sur la plage de Viard à Petitbourg. Pour cette 21e édition, les 55 stands et les différentes zones techniques s'étalent sur 1 hectare du site de Viard. L'occupation de la plage a été réorganisée. Aujourd'hui, nous avons déjà des demandes et des obligations au niveau du conservatoire du littoral, donc l'occupation de la plage. Vous savez que c'est en pleine période de reproduction des tortues, donc ils viennent pondre sur la plage. Donc on a une demande du conservatoire du littoral qui nous a demandé de limiter la plage pour ne pas l'abîmer dans un premier temps et pour pouvoir justement laisser les tortues justement se reproduire. Donc vous avez moins de structures sur la plage. Donc là effectivement on voit bien que dans le positionnement qu'on a pu évoluer. Donc c'est aussi par rapport à certaines normes qu'on essaie effectivement de pouvoir respecter effectivement la législation. Côté animation, quelques nouveautés ont été mises en place. Il faut savoir que le parcours déjà a changé, le parcours de la course. Nous avons rajouté une étape, notamment une étape à basse terre, ce qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une toute nouveauté. Mais ce qui a surtout changé sur site, ce qui est super important, c'est qu'avant nous avons des animations qui étaient concentrées essentiellement le dimanche. Et c'est vrai que le village ne bougeait pas beaucoup. Et ce qui est important pour nous, c'est que c'était drainer du monde du matin jusqu'au soir, qui viennent en famille et autres. Et là, comme vous pouvez le constater, vous avez depuis ce matin le bootcamp. Donc toute la journée, de 9h jusqu'à la fermeture du village, vous avez des grosses animations, vous venez en famille, déjeuner sur place. Donc c'est l'une des grandes nouveautés sur la Caroudiette. Durant l'événement, près de 10 000 personnes sont attendues sur le village de cette Caroudiette. Le groupe mythique de combat Tabou Combo fêtera ses 50 ans ici en Guyane et nous avons l'honneur de recevoir son chanteur lead sur notre plateau. Bonsoir Choubou. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, on fait aller. Ça va bien, les jambes là, ça c'est bien? Oui, on soigne, ça va, ça va. Tu pourras venir danser certainement demain. Ouais, ah mais oui, il faut. Alors, 50 ans de scène, ce n'est pas rien. Pourquoi avoir choisi de les fêter en Guyane? C'est-à-dire que, étant donné que nous fêtons nos 50 ans, et on s'est dit que bon, il faut quand même passer par la Guyane parce qu'on revient de Mozambique. Et puis, on va à Miami la semaine prochaine. Et puis ensuite, on va à Nouvelle-Calédonie. On passe à faire le Zénith à Paris. Et ensuite, on va à Nouvelle-Calédonie. Un programme très chargé. Ouais. Vous êtes les ambassadeurs du combat dans le monde entier. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu dur à porter comme casquette? Oui, c'est-à-dire tout ce qui est de trop est fade et rebutant. C'est-à-dire que, bon, moi personnellement, je suis, en dépit de mes âges, je continue à aimer, à plaire aux gens, parce que on dirait que le mon Dieu m'avait envoyé sur terre pour plaire aux gens. Tabou Combo a apporté de la joie à tout le monde. Et Tabou Combo, comme je viens de le dire, Tabou Combo, c'est une institution qu'on doit respecter. On a fait le tour du monde
Et on aime nos amis parce que ce sont ces amis qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. On doit les respecter. C'est ce qui fait que, bon, demain soir, on promet de faire un spectacle tout à fait exemplaire pour montrer à la Guyane l'amour que nous portons pour... 50 ans de carrière, justement, on le disait, on le répète. Est-ce que vous avez un souvenir que vous aimeriez partager avec nous ce soir? Un souvenir, je vais le partager demain soir. C'est-à-dire rien pour nous? Oui, pour que cette soirée soit gravée d'une pierre blanche au calendrier de vos souvenirs. Quels artistes vous font encore rêver? Quels artistes? Est-ce qu'il y a des artistes guyanais ou internationaux qui vous inspirent encore? Ah ouais, bon, j'avais toujours aimé un chanteur que j'adore, c'est M. Ray Charles. C'est-à-dire, il est mort malheureusement, mais je continue à l'aimer. Je l'aime tellement que des fois, quand je me regarde, on dirait que je ressemble à Ray Charles. Vous fêtez, vous allez faire le tour du monde. Est-ce qu'il y a aussi un album qui est en préparation pour les fans que nous sommes tous? Oui, on compte préparer ça après les 50 ans. On est en train de préparer cet album. C'est après les 50 ans. On n'a pas voulu sortir cet album pour les 50 ans. Il faut qu'il y ait de souvenirs. On est en train de préparer aussi un documentaire sur Tabou Combo. Le rendez-vous donc est donné demain. Que nous réservez-vous pour demain? Qu'est-ce que vous nous réservez? On a tout réservé. On a préparé un concert exemplaire pour demain parce que la première fois que nous sommes venus en Guyane, c'était dans les années 76-77. Vous n'étiez même pas né. Peut-être. Non, non, c'est pas possible ça. Ouais, on veut faire quelque chose de bien pour demain soir. Quels seront les artistes qui partageront la scène avec vous? Il y aura Michael Guiran, il y aura Woody Woodboy, enfin beaucoup d'artistes. Donc le rendez-vous est donné demain au Grand Blanc pour les 50 ans de Tabou Combo. Oui, j'espère que vous serez des nôtres. Je serai des vôtres. Ok, merci. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 11 mai. Greenpeace a révélé les résultats de son expédition sous-marine. La barrière de corail Amazon arrive-t-elle jusqu'en Guyane et sera-t-elle en danger en cas d'une marée noire? Les réponses vous ont été fournies dans notre édition. Comment éradiquer le vandalisme qui s'abat sur nos établissements scolaires? C'est la question que les enseignants ont posée aux parents d'élèves de l'école Vendôme, qui a une nouvelle fois fait l'objet de dégradations. Début timide pour nos championnes de l'US Sinamari au tournoi Guy Margois. Les basketteuses tenantes du titre n'ont pas réussi à s'imposer face aux joueuses de Trinité, une défaite qui pourrait compromettre leur chance de victoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec Tabou Combo et aussi les programmes d'ATV Guyane. À lundi.